L'expatriation, c'est uniquement pour les entrepreneurs. Ça, c'est le mythe. La réalité, c'est que tu as au moins 5 façons de vivre à l'étranger en restant salarié. Certaines te permettent même de garder ton CDI actuel, ta sécu, mais également ton ancienneté. Et d'autres te demandent de changer de boîte, mais tu es toujours salarié. Donc dans cette vidéo, je te les donne dans l'ordre, du zéro risque au plus gros engagement. Et la chose qui bloque la plupart des expatriés, c'est pas le manque d'options, c'est le fait que ces personnes-là ne savent pas qu'elles existent. Parce que dans la très grande majorité des cas, le contenu expat que tu trouves en ligne, ce sont essentiellement des personnes qui sont entrepreneurs, qui te parlent de leur LLC parce qu'ils ont monté leur boîte, t'en as qui te parlent également de leur structure offshore, t'en as qui te parlent de leur société à Chypre. Et malheureusement, personne ne pose des solutions pour une personne qui est encore en CDI. Donc c'est ce qu'on fait aujourd'hui, du plus safe au plus engagé. Première option, la plus simple. Tu gardes ton CDI, tu gardes ton boss, tu gardes ton salaire, mais tu bosses depuis un autre pays. Concrètement, ça veut dire quoi? Tu as un job qui se fait en remote, donc tu peux être développeur, tu peux être analyste, data analyst, tu peux être dans la finance, tu peux être dans le marketing. Et ce que tu fais, c'est que tu demandes à ton employeur de bosser depuis l'étranger, depuis un autre pays, donc le Portugal, l'Espagne ou même la Hongrie. Par contre, la chose à comprendre, c'est que ton employeur a absolument aucune obligation d'accepter. C'est uniquement une négociation. Et oui, post-Covid, le full remote s'est en effet démocratisé de plus en plus dans beaucoup d'entreprises, mais on va quand même rester lucide, on va quand même garder les yeux en face des trous. Beaucoup de boîtes, comme tu le sais, ont fait machine arrière. Le retour au bureau, il a été poussé à mort, surtout dans les grands groupes. Donc, c'est pas parce que tu as un pote dev qui, lui, il est en full remote depuis Bali ou alors depuis la Thaïlande que ton employeur à toi va également dire oui. C'est pas la norme, c'est uniquement une exception que certaines boîtes accordent à certains profils très spécifiques. Maintenant, ce qu'il faut savoir avant de faire ta valise. Premier sujet, la résidence fiscale. Le principe général, c'est quoi? C'est si tu passes plus de 183 jours dans un pays, ce pays peut te considérer comme étant résident fiscal. Mais attention, je précise, ce n'est pas une règle absolue. Ce qui compte vraiment, c'est la convention fiscale bilatérale entre la France et le pays où toi tu comptes aller. Chaque convention a ses nuances, hein. Certaines regardent juste la règle des fameux 183 jours, d'autres vont également regarder où est ton centre d'intérêt économique principal et d'autres vont également regarder où est ton foyer familial, tes activités, tes loisirs, en gros là où tu passes le plus clair de ta vie. Mais ça, évidemment, il faut vérifier avec la convention spécifique. Donc, concrètement, qu'est-ce qui se passe si ta résidence fiscale, elle bascule? Ton employeur te paie en France, il te fait tes fiches d'impôt françaises et il prélève l'impôt à la source en France. Mais si tu es devenu résident fiscal d'un autre pays, c'est dans ce pays que tu vas devoir déclarer tes revenus mondiaux. Ça veut dire que potentiellement, tu vas devoir faire ta déclaration dans 2 pays, que tu vas devoir demander un crédit d'impôt pour éviter d'avoir à payer la double imposition. Mais ça, évidemment, la convention fiscale te dit exactement comment. Donc, c'est pas insurmontable, ça demande juste un peu d'organisation fiscale. Dans certains cas, tu payes uniquement la différence entre ce que tu as déjà payé en France et ce que l'autre pays te demande. Et dans d'autres cas, le taux français est plus élevé et à ce moment-là, tu ne payes rien de plus. Encore une fois, ça dépend des pays. Deuxième sujet, la sécu. Ton employeur, il cotise en France pour toi. Donc, si tu vis au Portugal, tu n'es pas couvert par la sécu portugaise. Et si là-bas, tu as une couille niveau santé, ça va vite devenir compliqué. Alors évidemment, il y a des solutions. Tu as la fameuse carte européenne d'assurance maladie, tu as également des assurances, mais ça, évidemment, il faut y penser avant. Pas après. Donc le conseil concret que je peux donner à ce type de salarié, c'est propose à ton boss, à ton manager, un test de 3 mois. Pourquoi? Parce que c'est court, c'est réversible. En plus de ça, tu vas pouvoir rester sous le seuil des fameux 183 jours. Et tu vas également pouvoir partir vivre là-bas, tester la vie là-bas, voir si la vie te plaît, sans prendre le moindre risque. Si ça marche, tu prolonges, et puis si ça marche pas, tu rentres, et puis personne n'a rien perdu. Mais je vais être honnête avec toi, ce conseil marche uniquement si tu as un levier spécifique. Ton employeur, quand il va recevoir ta demande, il va faire un calcul très simple. Qu'est-ce qu'il perd si tu pars versus combien est-ce que ça va lui coûter en temps, en administratif et en complexité s'il te dit oui? Parce qu'évidemment, si dans la boîte, donc dans la chaîne alimentaire, tu es vite remplaçable, je peux t'assurer qu'il va tout faire sauf se plier en 4 pour toi. Par contre, si tu es le mec qui est responsable d'un projet critique, si tu as des compétences qui sont ultra rares et dont le départ coûterait 6 mois en recrutement, là, je peux t'assurer qu'il va écouter. Donc avant que tu ailles demander à ton boss, demande-toi déjà honnêtement, est-ce que je possède, est-ce que j'ai ce levier? Si la réponse c'est non ou alors pas encore, commence déjà à bosser là-dessus. Deuxième option, la mutation internationale. Là en l'occurrence, c'est ta boîte qui t'envoie. Si tu bosses dans un groupe qui a des bureaux à l'étranger, que ce soit dans la finance, dans la tech, dans le banking, dans le conseil, elle a potentiellement des postes qui sont ouverts dans d'autres pays. Et là, c'est la voie, mais alors royale sur le papier. Ton employeur, il va gérer le visa, il va te faire un package, il va également te payer le déménagement et puis même parfois, il va carrément t'offrir un complément de salaire pour le coût de la vie. Sauf que il y a 2 versions. Le détachement, c'est temporaire. En général, c'est entre 2 à 5 ans. Donc, tu restes salarié de l'entité française et tu cotises toujours en France. Et à la fin, évidemment, tu rentres. C'est évidemment le plus protecteur, mais c'est un prêt, c'est pas un don. Ton poste de retour, il est rarement garanti noir sur blanc. Et l'expatriation contractuelle
actuel, ça c'est différent. Là, tu es carrément transféré dans l'entité locale. Tu deviens salarié de la filiale étrangère. Ton contrat français, il est suspendu, voire même rompu, et tu passes dans le droit du travail local. Donc en effet, c'est quand même plus engageant. Le vrai sujet ici, c'est est-ce que tu as le choix du pays? Parce que très souvent, non. L'entreprise, elle tombera dans un pays là où il y a un besoin et pas là où toi, tu as envie de vivre. Donc, si ton groupe, si ta boîte, elle a un poste à Singapour, mais que toi, tu veux Lisbonne, ça sera Singapour ou rien. Donc, mon conseil pour ce type de profil, va voir ta DRH. Ta DRH, pas ton boss. Et tu vas demander à ta DRH s'il existe un programme de mobilité internationale. Dans les grands groupes, en général, ça existe presque toujours. Il faut juste le demander. Troisième option, tu quittes ta boîte française et tu te fais embaucher en remote par une boîte étrangère. C'est le truc qui a explosé ces dernières années. Des boîtes américaines, anglaises, allemandes qui embauchent, mais alors partout dans le monde. Donc si tu es développeur, designer, product manager ou alors data analyst, crois-moi, il y a un marché. Concrètement, comment ça se passe? Soit la boîte, elle a une entité dans ton pays de résidence, donc à ce moment-là, elle t'embauche en local, tu deviens salarié, tu as un contrat, c'est clean. Soit elle n'a pas d'entité locale dans ton pays de résidence, et à ce moment-là, elle doit passer par ce qu'on appelle un Employer of Record, un EOR. En gros, c'est une société tierce qui t'embauche à sa place dans ton pays de résidence. Donc tu deviens salarié de l'Employer of Record, mais tu bosses pour la boîte étrangère. L'avantage, c'est que tu es salarié, tu as un contrat, tu as une sécu, tu as un salaire fixe. Mais tu n'es pas enfermé géographiquement, tu vis là où tu veux, tant qu'évidemment tu travailles dans un pays où l'Employer of Record opère. Maintenant, les risques. 1. Tu n'as plus le droit au chômage français si ça se passe mal, parce que tu n'es plus dans le système français. 2. Les conditions de licenciement dépendent du droit local, et très souvent, c'est beaucoup moins protecteur que la France. 3. Le salaire. Une boîte américaine qui embauche en remote va très souvent ajuster le salaire au coût de la vie locale. Donc évidemment, si tu vis au Portugal, tu ne seras pas payé autant que si tu bossais à San Francisco. Donc mon conseil pour ce type de profil, c'est cible les entreprises remote first. Pas des boîtes qui tolèrent le remote, des boîtes qui sont construites pour le remote. Pourquoi? Parce qu'elles ont déjà les process, parce qu'elles ont déjà les Employer of Record en place et elles ont déjà l'habitude de gérer des fuseaux horaires différents. Donc va voir sur des plateformes comme Remote OK, We Work Remotely, ou tu peux carrément aller voir sur les pages officielles des boîtes que tu aimes bien. Et d'ailleurs, si là maintenant tu te dis OK, bon j'ai compris, en effet il existe des options, mais laquelle est la meilleure pour moi dans ma situation? C'est exactement pour ça qu'on propose des appels gratuits. Ça dure 1 heure, on fait le point sur ta situation, tu as envie de bouger, tu es salarié, on va regarder ensemble qu'est-ce qu'il est possible de faire pour toi. Je précise qu'on n'est pas fiscaliste, nous n'allons pas faire ta déclaration, on est juste là pour t'aider à aller dans la bonne direction et si besoin à t'orienter vers les bonnes personnes. C'est gratuit, le lien est en description. Quatrième option, le portage salarial international. C'est une chose que peu de personnes connaissent, mais ça peut débloquer des situations assez complexes. Le principe c'est quoi? Tu as un client, une boîte pour qui tu veux bosser en freelance, mais toi tu veux pas créer de société, tu veux pas gérer la compta, tu veux juste conserver ton statut de salarié. Le portage fait le pont. La boîte de portage, elle t'embauche en CDI ou alors en CDD, elle facture à ton client et elle te verse un salaire. Et toi, tu vis là où tu veux. Pourquoi c'est intéressant pour l'expatriation? Parce que certaines boîtes de portage opèrent à l'international. Elles peuvent te domicilier fiscalement dans le pays où tu vis, gérer les impôts pour toi, et toi, tu as le confort du salariat sans avoir créé de structure. Maintenant, les limites. Comme tu t'en doutes, c'est pas gratuit. Les frais de gestion, ils vont entre 5 à 15% de ce que ton client paye. Sur un TGM de 500 € par jour, tu perds entre 25 et 75 € juste en frais. C'est le prix du confort. Et le deuxième risque, c'est que tu es dépendant d'un seul client. Si ton client te lâche, t'as plus de mission. Et la boîte de portage, elle te fout dehors. Donc mon conseil pour ce type de profil, le portage, c'est une passerelle, c'est pas une destination. C'est bien pour aller tester la vie à l'étranger pendant quelques mois avec un filet de sécurité. Mais si tu es encore dans la même situation pendant 3 ans, à ce moment-là, il faut se poser une question. Est-ce que t'es pas juste un freelance déguisé qui paie quelqu'un pour rien? Cinquième et dernière option, la plus engageante. Tu démissionnes en France et tu te fais embaucher dans une boîte dans le pays où tu veux vivre. Ça, c'est l'expatriation à l'ancienne. T'es pas en remote depuis Budapest en train de bosser pour une boîte aux US. T'es dans le pays, tu bosses avec des locaux, tu vis la vie locale à 100%. Et honnêtement, je pense que c'est le chemin le plus immersif. Parce que t'apprends la langue, tu comprends la culture de l'intérieur et tu te fais des potes locaux. Mais c'est aussi celui qui te demande le plus. Concrètement, il faut que tes compétences soient demandées dans le pays cible. Donc si tu es développeur, si tu es ingénieur, si tu es dans la santé, dans la finance, il y a des chances. Par contre, si tu es dans un métier qui est très franco-français, là, ça va être plus dur. Va falloir que tu acceptes le salaire local. Et dans pas mal de pays, très souvent, le salaire pour un même poste, c'est 2 fois moins qu'en France. Il faudra également que tu t'adaptes au droit du travail local. Donc dans certains pays, tu n'as pas de préavis, tu n'as pas d'indemnité, tu n'as pas de communauté d'entreprise. Et également, il va te falloir un visa de travail. Selon le pays, ça peut être très simple. En tant que Français, par exemple, c'est libre circulation dans toute l'Europe. Par contre, si c'est hors Europe, il faut que là, ton employeur te sponsorise. C'est faisable, mais encore une fois, c'est une contrainte. Mon conseil pour ce type de profil, si ce chemin
chemin t'attire, commence déjà par aller vivre là-bas. Tu peux carrément prendre une des 4 options précédentes et puis tu testes. Tu testes le pays, tu te fais un réseau local et puis tu commences à chercher un travail en local. Ok, 5 options. Maintenant la question c'est laquelle est pour toi? Et ça dépend de ta réponse à une seule question. Quel niveau de changement tu es prêt à accepter aujourd'hui? Si ta réponse c'est « je veux tester sans pas trop changer de choses », option 1 et 2. Tu gardes ton CDI, tu testes, tu vois si ça te plaît. Si ta réponse c'est « je suis prêt à changer de boîte mais je veux rester salarié », option 3 et 4. Tu auras en effet plus de liberté géographique, mais tu vas devoir lâcher ton contrat français. Et évidemment, si la réponse c'est « je veux impérativement quitter la France, je veux vivre localement, je veux travailler localement », à ce moment-là, évidemment, option numéro 5. Maintenant, retiens un truc de cette vidéo, tu n'as pas besoin d'être entrepreneur pour pouvoir t'expatrier. Tu n'as pas besoin de tout plaquer, tu n'as pas besoin d'avoir une idée de business ou d'avoir un side project qui tourne. Tu peux partir en restant salarié. Les chemins existent, il faut juste savoir quelle option te convient. Maintenant, je vais être cash avec toi. Toutes tes options, elles marchent. Mais par contre, tu l'as vu, elles ont toutes des contraintes. Tu es dépendant d'un employeur of record, d'une société de portage, d'un visa sponsorisé par quelqu'un d'autre. À chaque fois, il y a un maillon de la chaîne que tu ne contrôles pas. La vérité, c'est que le chemin le plus libre, ça reste d'être un entrepreneur. Parce que quand tu as ta propre structure, tu choisis ton pays, ton rythme, tes clients, ta fiscalité. Il n'y a personne qui peut te dire non. Il n'y a personne qui peut te rappeler au bureau. Mais c'est là que je veux vraiment que tu comprennes un truc. Être libre, c'est pas simple. C'est même l'inverse. Être salarié à l'étranger, c'est plus simple à gérer au quotidien. Tu as ta sécu, tu as ton salaire, tu touches à rien. Par contre, être entrepreneur à l'étranger, c'est toi qui gères tout. S'il y a une merde, il n'y a personne d'autre que toi pour venir absorber le choc. Donc la vraie question, c'est pas salarié ou entrepreneur, c'est est-ce que tu veux liberté ou confort? Parce que les deux ont un coût. Et le coût de la vraie liberté, c'est la complexité. Donc si tu es prêt à l'accepter, l'entrepreneuriat, c'est littéralement la meilleure méthode d'expatriation qui existe. Et à l'inverse, si tu n'es pas encore là, les 5 options qu'on vient de voir dans cette vidéo, ça, ce sont tes points de départ. Et encore une fois, l'un n'empêche pas l'autre. Tu peux commencer salarié, puis après transitionner vers l'entrepreneuriat. Encore une fois, si tu veux qu'on t'aide à y voir plus clair, le lien est en description, un appel d'1 heure gratuit. Je te promets, c'est complètement gratuit, on te vend rien, absolument rien, on est juste là pour t'aider, c'est tout. Donc que tu sois salarié qui veut partir ou alors salarié qui veut devenir entrepreneur, on verra ça dans l'appel pour savoir quelles options s'offrent à toi. Et je te promets, à la fin de l'appel, tu repars avec un plan. Bref, j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à nous le dire en commentaire. C'était Eric, au nom de la liberté.